Ainsi, le président de la République invite le gouvernement à consolider le système d'assainissement global de l'agglomération de Touba, à veiller à la réalisation dans les délais indiqués de l'autoroute Ila-Touba et du nouvel hôpital moderne de niveau 3 de Touba, la réhabilitation de l'hôpital Matlaboul Fawzeni ainsi qu'à la finalisation des travaux d'aménagement des alentours de la mosquée Masalikul Jinan. Le chef de l'État réitère au gouvernement ses instructions pour intensifier l'exécution des projets de modernisation des cités et villes religieuses du Sénégal et diligenter l'élaboration du programme d'assistance aux manifestations religieuses et coutumières Pramarek. Revenons sur la célébration le 10 novembre 2016 de la Journée des Forces armées. Le chef de l'État, en sa qualité de chef suprême des armées, saisit ce moment privilégié pour renouveler ses félicitations et encouragements à l'ensemble des officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang pour leur engagement remarquable au service de la nation, du développement du pays à travers les réalisations du PUDC et pour le rayonnement international du Sénégal par leur participation exemplaire dans les opérations de maintien de la paix en Afrique et dans le monde. À ce titre, dans la dynamique des récentes mesures qu'il a prises en vue d'améliorer la condition militaire, le président de la République demande au gouvernement de veiller à l'accélération des programmes de réhabilitation des casernes et de réinsertion sociale des militaires invalides, au renforcement des moyens des écoles nationales militaires qui jouent un rôle fondamental dans la professionnalisation de nos armées. Il convient également d'accorder une importance primordiale à l'implication effective des forces armées dans l'instruction civique de nos compatriotes. Le chef de l'État, après avoir condamné les crimes crapuleux commis ces dernières semaines et présenté ses condoléances aux familles éplorées, rappelle au gouvernement l'impératif du renforcement de la sécurité des populations et l'urgence de prendre toutes les dispositions préventives et coercitives requises, notamment par la police et la gendarmerie, pour juguler la criminalité. À cet effet, le président de la République réitère au gouvernement la nécessité de la mise en action effective des contrats locaux de sécurité afin de promouvoir une culture de la sécurité, de prévention de la délinquance, de la violence et de la criminalité. À cet effet, il importe de renforcer la réglementation et le contrôle relatifs à l'acquisition et à la détention des armes et munitions, de veiller à l'application rigoureuse de la réglementation en matière de répression de l'ivresse publique et de gestion des débits de boissons. Ainsi, le chef de l'État indique au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique l'impératif de procéder à l'adoption du projet de loi d'orientation sur la sécurité intérieure, LOSI, à la mise en place des comités départementaux de prévention contre la délinquance juvénile et demande à chaque gouverneur de région de lui faire le diagnostic local de la situation sécuritaire au niveau de sa circonscription. En outre, le président de la République demande au gouvernement d'encadrer davantage le développement des activités des sociétés privées de sécurité et de surveillance dans une dynamique de professionnalisation des personnels concernés. Cependant, au-delà de ces mesures d'ordre législatif et réglementaire, le président de la République indique au gouvernement l'urgence de renforcer notre conscience citoyenne, mais également les mécanismes de capitalisation des valeurs psychosociales qui fondent le vivre ensemble des Sénégalais. Dès lors, le chef de l'État demande au gouvernement de procéder à l'évaluation des mécanismes d'encadrement civique et d'éducation populaire de la jeunesse mis en œuvre depuis l'indépendance, au cours d'un forum national auquel devront être conviés tous les acteurs du secteur afin de lui proposer un nouveau dispositif d'encadrement et d'accompagnement citoyen. Ce dispositif devra s'appuyer entre autres sur l'amélioration des contenus éducatifs et des programmes des radios et télévisions et prendre en compte la nécessité de faire des quartiers de véritables pôles d'équilibre social et de dialogue intergénérationnel à travers la revalorisation du rôle des chefs ou délégués de quartier ainsi que des notabilités religieuses et coutumières dans la gouvernance sociale locale. Il devra également prendre en considération l'impératif pour notre société de bannir les gaspillages, la gabegie particulièrement dans les cérémonies familiales et promouvoir les postures appropriées de sobriété en rapport avec les exigences d'humilité qui doivent être chez nous Sénégalais un legs fécond de nos cultures et traditions. Poursuivant sa communication autour de la sécurisation durable et du pilotage stratégique de la gestion de nos ressources minières, le chef de l'État félicite le ministre chargé des Mines, les acteurs publics et privés concernés ainsi que le Comité national de l'initiative de transparence des industries extractives et TIE, un instrument crédible de veille sur les secteurs miniers et pétroliers dont il convient de prendre en charge les enseignements et recommandations issus de ces rapports.
Au-delà de la contribution dynamique et positive du secteur dans la création de richesses et l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment dans les zones d'exploitation, le président de la République salue l'adoption du nouveau code minier qui préserve plus que par le passé l'intérêt général sur le patrimoine minier national. En effet, il importe de vulgariser les dispositions de ce code innovant qui révise fondamentalement les contrats portant sur les ressources minières pour un partage optimal de la production au profit des générations actuelles et futures, en même temps qu'il prend en compte l'exigence de rentabilité des capitaux privés investis ainsi que les impératifs économiques et sociaux du développement national. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en magnifiant l'excellence et l'exemplarité des relations diplomatiques et de coopération multiséculaires entre le Sénégal et le Royaume du Maroc, dont notre pays soutient le retour au sein de l'Union africaine. Il a également informé le Conseil de sa visite au Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, et de sa participation du 25 au 27 novembre 2016 au 16e sommet de la francophonie à Antananarivo, à Madagascar. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, assurant l'intérim du Premier ministre, a axé sa communication sur les diligences à entreprendre suite à la publication du rapport Doing Business 2017 avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale avant de présenter le programme triennal d'investissement public 2017-2019 d'un montant global de 4 791,787 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne agricole 2016-2017. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi organique modifiant la loi organique numéro 2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances, le projet de loi portant approbation du programme triennal d'investissement public 2017-2019. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Colisek, conseiller des Affaires étrangères principal, ambassadeur, représentant permanent du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès du Conseil fédéral suisse avec résidence à Genève. M. Talafal, conseiller des Affaires étrangères principal, ambassadeur du Sénégal en République arabe d'Égypte, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Reuven Rivlin, président de l'État d'Israël avec résidence au Caire. M. Léopold Diouf, ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Altesse éminentissime, le prince et grand maître Mathéo Festing avec résidence à Rome. M. Chernian, conseiller des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, ambassadeur du Sénégal au Japon, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Joko Widodo, président de la République d'Indonésie avec résidence à Tokyo. M. Aboubakar Sarr, docteur en sciences islamiques, est nommé consul général de la République du Sénégal à Jeddah, Royaume d'Arabie Saoudite, en remplacement de M. Mamadou Habib Khan. M. Moussa Sow, inspecteur principal des impôts, est nommé coordonnateur national du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA. M. Papa Amadindao, titulaire d'un diplôme supérieur en gestion, est nommé directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, en remplacement de M. Ibrahim Yaye. M. Djibril Sow, ingénieur en génie rural, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat ABDA en remplacement de M. Papa Amadindao, appelé à d'autres fonctions. Madame Mam Khadisidi Ali Badji, administrateur civil, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement en remplacement de M. Mohamedou Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Daoud Mbaye, administrateur civil, précédemment conseiller technique au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère du Tourisme et des Transports aériens en remplacement de M. Edmond Camara, appelé à d'autres fonctions.
Dr Ousmane Adamadia, professeur d'université, est nommé directeur de l'apprentissage au ministère de la formation professionnelle en remplacement de M. Samba Fall, appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahima Diallo, administrateur civil principal, est nommé secrétaire général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, AGPBE. Madame Mariem Ndoye Dekréane, ingénieure polytechnicienne, est nommée coordonnatrice de l'unité de formation et de coordination du Millennium Challenge Account, MCA. M. Geladio Abdoul Sow, professeur de l'enseignement secondaire, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en administration et gestion, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Développement en remplacement de M. Mamadou Wade, appelé à d'autres fonctions. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. Le communiqué est lu par Omar Diaw. 5 pays de la sous-région sont à Dakar pour une rencontre sur le pétrole et le gaz. Il s'agit de la première édition du sommet MSGBC. Des décideurs et industriels du secteur pétrolier et du gaz participent à cette rencontre ouverte par le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. C'est un compte rendu signé Amadou Aramtiam. Des découvertes de pétrole et de gaz qui placent le bassin sédimentaire MSGBC au cœur des intérêts et des appétits. Une ressource commune que le Sénégal partage avec ses voisins et qui requiert des réflexions pointues sur son exploitation. Ce sommet qui est un premier va davantage créer une dynamique sous-régionale pour que l'Afrique de l'Ouest soit une zone de production mais aussi d'utilisation qui permettent d'impacter les populations positivement. Et nous pensons aussi que les privés nationaux, le secteur bancaire, les secteurs universitaires, les chercheurs sénégalais vont davantage, à partir de ce premier sommet, s'intéresser à ce qui se fait et apporter leur contribution. Les ressources pétrolières et gazières, source de malheur ou opportunités économiques, le Sénégal veut se prémunir et apprendre des erreurs des autres. Pour anticiper, le chef de l'État a créé le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, qu'il préside lui-même. Quel est le concept et quelles sont les utilisations futures de ces richesses pour que notre pays soit pas un pays dépendant uniquement de la production de gaz et de pétrole, mais utilise le gaz et le pétrole et les revenus qui sont tirés comme pour un effet de levier pour véritablement développer des autres secteurs productifs. Être un pays où l'économie est diversifiée, mais pas dépendant du gaz et du pétrole. À toutes ces questions, je vous dis encore une fois que le président va délivrer des informations importantes dans les jours à venir à l'occasion de l'installation. Devant les participants, le Sénégal, candidat pays à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, a décliné les procédures d'octroi de ces blocs. Une période de 6 mois sera donnée aux compagnies pour acheter les données, évaluer et faire des propositions à l'industrie pétrolière. Le ministère va recueillir ces propositions et pendant 1 mois va informer les compagnies qui auront proposé. Une fois que l'ouverture est faite, il y a une évaluation des offres et ensuite la compagnie qui aura proposé la meilleure proposition est invitée maintenant à négocier. Revenant sur le mauvais carburant qui a défrayé la chronique dernièrement, Thierno Alassane Sall assure que le Sénégal n'en est pas victime et que la SAR a procédé à toutes les vérifications techniques. En marge du sommet, le ministre a visité une exposition des industriels. Les travaux préparatoires du 16e sommet de la francophonie prévu samedi et dimanche à Antananarivo se poursuivent. Mardi, la conférence ministérielle a pris le relais du Conseil permanent de la francophonie. Les questions politiques relatives à la situation en RD Congo, le cas de la mer de Chine, le paragraphe sur le Moyen-Orient et le Mali ont dominé les débats du CPF. En exclusivité sur la RTS, la présidente de la commission politique du CPF, par ailleurs, représentante personnelle du chef de l'État à cette instance, Mme Penobo, revient sur les points abordés et l'ambiance qui a prévalu à la 99e session du CPF fermée à la presse. Envoyé spécial à Antananarivo, Dahaba. Voici les premières sorties des Sherpas ayant assisté à cette 99e session du Conseil permanent de la francophonie dont les travaux ont tiré en longueur.
Les travaux d'aujourd'hui ont tiré en longueur parce qu'il fallait régler tous les problèmes de contentieux. Par exemple, je donne l'exemple du Congo, de la République démocratique du Congo, avec la vision que la Belgique a sur la situation actuelle concernant justement cette transition que la RDC est en train de vivre. Ou bien un autre point, il fallait trouver le consensus autour de la mer de Chine ou encore le paragraphe de la déclaration concernant le Moyen-Orient. Tout ça, ce sont des questions délicates qu'il faut absolument résoudre de manière consensuelle ou à défaut remettre ces points à la conférence ministérielle ou au sommet des chefs d'État. Parce que les chefs d'État, s'ils arrivent, ils doivent trouver tous les documents prêts, leur permettant d'entériner et d'avancer. Même si c'est un huis clos, il faut que les chefs d'État tranchent les programmes et autres. Donc les questions diplomatiques, de cette façon, il faut absolument les résoudre. Sur ces questions diplomatiques qui étaient au menu de cette assemblée à huis clos, dont la presse a pu avoir les images avant le démarrage de la rencontre, le consensus sur la situation politique en RD Congo a refait l'objet de débats. On est en diplomatie. Par exemple, rien que la question sur le Congo, on a mis plus d'1 heure de temps à reprendre, ce qui est assez paradoxal, le consensus qu'on avait déjà au niveau de la résolution sur les conflits. Ça veut dire que le débat a été ouvert, ce qui n'était pas par la Belgique, ce qui ne devait pas être. Mais une fois que le débat est ouvert, on voit tout le passé entre le Congo et la Belgique qui ressurgit à travers ce débat. Et ce sont des points importants. Et vous savez, certains pays comme le Gabon, par exemple, le Burundi ou la situation du Mali, ce sont des questions, il faut les examiner et voir quelle est la meilleure solution et surtout trouver les voies d'encouragement de ces pays pour aller de l'avant en termes de démocratie, de résolution des conflits et de lutte contre le terrorisme. Le CPF a également examiné le déroulé de la cérémonie officielle d'ouverture du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. C'est qu'il faut voir et regarder les temps de prise de parole pour le sommet. Mais au-delà des temps de prise de parole du sommet, toutes les résolutions, il y a plusieurs résolutions qu'on doit adopter à côté, vous savez, de la déclaration. Et c'est le CPF qui est la cheville ouvrière en réalité du sommet. Donc, tous les travaux ont été vus à la commission politique que préside le Sénégal. Aujourd'hui, le CPF devait voir tous les éléments avant qu'on ne soumette les conclusions, les relevés des conclusions, des décisions à la conférence des ministres. La conférence ministérielle de la francophonie qui se réunit donc une fois par an est ici à sa 32e session. Les ministres des Affaires étrangères des États et gouvernements membres ou observateurs de la francophonie y siègent ou encore les ministres en charge de la francophonie. Le Sénégal est représenté à cette 32e session de la conférence ministérielle par le ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye, en attendant l'arrivée du ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui préside les travaux du Conseil de sécurité en New York. Mankeur Ndiaye avait passé le témoin à Madame Béatrice Attala, ministre des Affaires étrangères malgache. C'est elle qui préside cette 32e conférence ministérielle de la francophonie. La CMF a 2 jours pour transmettre ses conclusions aux chefs d'État et gouvernement, des chefs d'État dont l'arrivée est prévue pour la plupart d'entre eux vendredi, ici à Madagascar. Parmi eux, le président de la République, Macky Sall, qui est par ailleurs le président en exercice du sommet de la francophonie. Le président Macky Sall va passer le témoin à son homologue malgache. Ce sera samedi, dans l'après-midi en plénière, mais ce sera bien sûr après la cérémonie officielle d'ouverture de ce 16e sommet de la francophonie. Madagascar accueille donc le 16e sommet de la francophonie. Ce pays, à travers les chantiers de ce sommet, a pu créer en un temps record près de 4000 emplois à temps plein et redonner au BTP un nouvel essor. Pour son président, Madagascar va relancer son économie à travers ce sommet. Voici le président malgache au micro de notre envoyé spécial à Antananarivo. D'abord, parce que Madagascar partage les valeurs de la francophonie. Ensuite, notre objectif a toujours été clair. Comment offrir une activité génératrice de revenus à nos entreprises, nos jeunes ingénieurs, ouvriers, main-d'œuvre qualifiée. De grands chantiers ont été décidés afin que le secteur des bâtiments et travaux publics, par exemple, puisse enfin redécoller après 5 années de morosité durant la crise. Les résultats
s'enchaînent maintenant. Plus de 3000 emplois directs créés durant la réalisation de ces grands chantiers. Rien que sur ce chantier du village de la francophonie, 800 ouvriers se sont relayés durant les 75 jours de travaux. Les citoyens malgaches doivent le savoir. Les projets érigés et bâtis pour la francophonie ont profité aux Malgaches et profiteront aux Malgaches. Ce fut une chaîne de solidarité et d'intérêts communs touchant toutes les classes sociales, des transporteurs aux petites et grandes entreprises, en passant par les gargotiers, riverains des chantiers et qui ont nourri quotidiennement les milliers de travailleurs présents sur les chantiers. Sur le plan économique, beaucoup profiteront et ont profité du sommet. Avant le sommet, je dirais, nous avons déjà commencé et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons poursuivre avec comme seul objectif l'intérêt du peuple malgache en transcendant et en dépassant toute autre contingence pour prouver au monde entier que les Malgaches sont tout à fait capables de se prendre en main et de façonner leur avenir. Nous aurons les temps forts de ce sommet de Madagascar sur la francophonie dans nos prochaines éditions. Le Sénégal opte pour un dialogue franc et sincère à la place des armes pour résoudre la crise syrienne. Cette position du Sénégal a été relayée par son ambassadeur représentant auprès des Nations Unies. Il dirigeait une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur cette crise. La détérioration des conditions humanitaires dans ce pays a beaucoup préoccupé le Conseil. Envoyé spécial à New York, Khalisek. La situation assez tendue en Syrie a eu des ramifications jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, est-on tenté de dire. En examinant la situation humanitaire avec un rapport des briefers qui fait état de la dégradation des conditions humanitaires à Alep, certains ont été amenés à dire que l'horreur et la terreur sont les deux revers de la médaille en Syrie. Syriens et Russes n'ont pas naturellement utilisé la même grille de lecture pour apprécier ces faits. Le Sénégal, lui, président ce conseil, a exprimé son penchant pour la solution politique, car le recours aux armes ne saurait être une panacée. Le riche patrimoine culturel de la Syrie est en train d'être détruit et fait l'objet de trafic. C'est pour empêcher tout cela que la délégation sénégalaise voudrait appeler notre Conseil à un véritable sursaut. L'initiative courageuse entreprise par nos porte-plumes, j'ai cité la Malaisie, l'Espagne et la Nouvelle-Zélande, initiative qui veut l'adoption d'une nouvelle résolution pour mettre fin à la violence en Syrie, à Alep plus particulièrement. Cette initiative nous paraît salutaire. Nous devons la soutenir parce que nous le devons à la population syrienne martyre, nous le devons aux valeureux des travailleuses humanitaires de tous bords qui sans relâche se déploient en sacerdoce sur le terrain syrien pour soulager les populations civiles. Nous le devons puisque nous sommes tous d'accord qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit. Après un débat qui n'a pas abouti à un consensus du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Syrie, ce Conseil qui s'est retrouvé en salle de consultation pour approfondir la réflexion garde tout de même une lueur d'espoir. On va parler donc à suivre après le journal les temps forts de la visite du président Macky Sall au Fonds monétaire international. C'était la semaine dernière. Le chef de l'État qui s'est entretenu avec la directrice générale Christine Lagarde devant les personnels du FMI et de la Banque mondiale. Des discussions autour du financement des projets de développement en Afrique et du plan Sénégal émergence à suivre après cette édition. Les études des plans directeurs d'assainissement sont bouclées. Elles montrent que le réseau existant à Saly peut être densifié. Celui prévu à Pointe-Sarène doit être aux normes en vigueur lors de la restitution qui s'est faite à travers un atelier tenu à Hambourg. Le directeur de l'ONAS a révélé que la prochaine étape est l'appel d'offres. Hamidou Diop.
Les cabinets EDE et Hydroconsul International, en charge respectivement des études de faisabilité des plans directeurs d'assainissement de Mbour et de Pointe-Sarène, ont fini leurs travaux. La restitution se fait en présence des autorités du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de l'ONAS et des autorités municipales des communes concernées. On a fait la restitution de l'étude du plan directeur de Saly, d'abord d'un montant global de 42 milliards. Les 27 pour le drainage des eaux de pluie et les 15 milliards pour l'assainissement des eaux usées. Et juste après cette présentation pour Saly, nous avons fait la présentation aussi du réseau d'assainissement de Pointe-Sarène. Comme vous le savez, Pointe-Sarène fait partie des 27 projets phares du plan Sénégal émergent défini par le chef de l'État, le président Macky Sall. Donc l'ONAS a pris les devants avec la SAPCO pour faire les études nécessaires pour doter d'abord de Pointe-Sarène d'un plan d'assainissement global d'un montant de 15 milliards. L'étude menée a montré que Saly dispose d'un réseau d'assainissement de 7,8 km capable de supporter d'autres branchements. En revanche, la commune ne dispose pas de réseau d'assainissement pour les eaux pluviales. Ces plans directeurs d'assainissement permettront de régler les problèmes pour Saly et Pointe-Sarène une fois financés. Les financements sous façon seront supportés par l'État du Sénégal. D'abord en priorité par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a pour mission quand même de mettre en œuvre la politique du chef de l'État dans ces deux sous-secteurs, l'assainissement et l'hydraulique. Donc à la suite quand même de ces études, il ne sera pas difficile de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour faire ces travaux. Et je pense que vous l'avez suivi, les partenaires techniques et financiers ont une grande confiance au chef de l'État et à la politique mise en œuvre. Les PDA en réalité doivent être élaborés évidemment par les communes. Et si ONAS vient évidemment en appui, en accompagnement à ces communes, donc nous disons qu'évidemment l'État en quelque sorte disposé fermement accompagner ces communes-là pour évidemment mettre en place au niveau de l'ensemble des communes donc d'un système d'assainissement adéquat. La mise en place de ces plans directeurs d'assainissement par l'ONAS à Saly et à Pointe-Sarène ont un double objectif, accroître la capacité d'accueil de l'industrie touristique et se conformer aux normes d'architecture et d'urbanisme. Le Sénégal abrite à partir de demain, 24 novembre 2016, les 5e assises mondiales sur le financement agricole et rural. La CNCAS, en partenariat avec l'AFRACA, organise cette rencontre de 2 jours à Dakar pour parler de la contribution des filières agricoles et agroalimentaires au développement durable. Quel rôle pour la finance agricole et rurale? Voici à ce propos les explications du directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, Malick Ndiaye. Nos pairs, à travers la Confédération internationale du crédit agricole, ont choisi Dakar, le Sénégal, pour abriter les 5e congrès. Pour 2 raisons essentiellement. La première raison, c'est la stabilité du Sénégal qui est reconnue à travers le monde. La deuxième raison, c'est qu'au plan économique, notre pays fait des progrès importants dans le domaine de l'agriculture. Le programme prévoit, après l'ouverture du congrès par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de consacrer la première table ronde au Sénégal. Pour discuter de quoi? Pour discuter des défis actuels et futurs des filières agricoles au Sénégal. Ce sera l'occasion de passer en revue les innombrables réalisations qui ont été obtenues et constater avec tout le monde, les experts notamment, cette transformation à profondeur qui est en train d'être faite au niveau de l'agriculture et au niveau de nos systèmes de production agricole, quel que soit le sous-secteur agricole d'ailleurs. La conférence de Dakar nous permettra, avec l'AFRACA, vous l'avez dit, l'AFRACA c'est l'Association africaine des crédits agricoles dont nous sommes membres, et avec qui nous organisons ce congrès à Dakar. Ce sera l'occasion de partager de bonnes pratiques, mais aussi nous attendons beaucoup en termes de retombées de partenariat, de retombées de collaboration avec les différentes institutions. Toutes les grandes institutions qui travaillent dans le secteur agricole et rural vont être à Dakar. L'ensemble des experts et des dirigeants, des politiques, des acteurs de l'économique devraient se retrouver au Radisson Blu les 24 et 25 pour partager les expériences au travers du monde. Le reportage du jour, c'est sur le parc zoologique de Hann, un espace où on dénombre 92 pensionnaires.
des carnivores, des granivores, des herbivores, des animaux dont la prise en charge sanitaire est assurée au quotidien par des hommes et des femmes dévoués. Anaïs Nyanyamane a fait un tour au parc zoologique de Anne. C'est tôt le matin que ces hommes et ces femmes de bonne volonté se sont mobilisés pour prodiguer des soins aux pensionnaires du parc de Anne. Une tâche quotidienne. Doucement. Ces 92 sujets répartis en 19 espèces ont évidemment des régimes alimentaires différents. Ils se nourrissent de la viande, soit de cheval, d'âne et même de mouton. Ensuite, je leur donne à boire chaque jour en remplissant leur abreuvoir. Je cherche les crocodiles et des hyènes, des chimpanzés, des pythons aussi. Ils mangent chaque jour. Tous les matins, ils mangent. Des fois des poissons, ou des crocodiles, des mangent des poissons, souvent des viandes, sans eau, même des poulets aussi. Je pars au marché pour acheter des légumes et des fruits pour les animaux. Mais mon rôle, c'est de s'occuper de tout ce qui est petit, comme les singes, les pigeons, les nouveau-nés, etc. Voilà. Bien manger. Les carnivores consomment 300 à 350 kg de viande par repas, une forte consommation qui n'est pas quotidienne. Il y a des sujets comme les lions, ils mangent au moins 18 kg par semaine, par individu. Et ce qui fait que dans la semaine, il arrive qu'on fasse 10 abattages, par exemple d'âne. Autrement dit, dans le mois, vous avez 30 sujets d'âne qui sont abattus pour l'alimentation des lions. Pour les autres animaux, même le tigre, sa consommation hebdomadaire frôle les 18 kilos semaine. On ne fait pas une alimentation journalière comme ça, parce qu'il faut essayer de remettre l'animal un temps soit peu dans son milieu naturel. Des affections naissent à force de s'occuper de ces animaux. Quand je parle, ils se lèvent tous et viennent vers moi. C'est bientôt 30 années que je m'occupe d'eux. Ils font partie de ma famille. Presque 30 ans, je suis là, avec des animaux. J'aime beaucoup les animaux. Et puis j'adore les animaux, vraiment, vraiment. Je peux dire que ce sont mes amis, en même temps, ce sont mes bébés aussi. Cette alimentation variée et riche n'est pas gratuite. À part le budget de l'État, des sociétés et des bonnes volontés appuient en nature le parc. C'est sur la base du budget que nous avons que nous fonctionnons. Même si tant que c'est possible d'améliorer cela, c'est bon. Mais il y a aussi de bonnes volontés qui participent. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais quand même, il y a de ces bonnes volontés qui participent, souvent sous la base de dons. C'est des animaux à recycler, donc les gens qui ont leur volaille, ou bien qui ont un cheval accidenté, ou bien à réformer. Il faut saluer aussi le rôle important des forces de sécurité en cas de saisie de produits illicites ou bien impropres à la consommation. Ces produits, si ces animaux peuvent les consommer, sont remis aux zoos pour destruction par consommation. Et donc parmi ces forces de sécurité, nous avons constaté la douane a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Le parc zoologique de Anne s'étend sur une superficie de 7 hectares, dont 4 aménagés avec des cases, des fosses et des enclos. Hygiène, sécurité, santé des animaux, des volets qui sont tous assurés par l'autorité du parc. Il y a un nettoyage quotidien qui est fait. Et ensuite, maintenant, on a aussi les services d'un géovétérinaire. Donc, un infirmier vétérinaire qui intervient, donc souvent, pour voir un peu l'état de santé des animaux. Donc, en grosso modo, c'est ça. Maintenant aussi, même les aliments que nous leur donnons, à chaque fois avant de les donner, il y a un contrôle sur la qualité de l'alimentation qui est donnée à ces animaux, surtout les carnivores. Il y a une sécurité qu'il faut renforcer tout le temps. D'abord, la sécurité par rapport aux sujets, donc, qui sont des êtres vivants, qu'il faut veiller sur leur sécurité en tant qu'animaux, mais aussi par rapport aux visiteurs. Et à chaque fois, même par rapport aux travailleurs, vous avez certaines personnes dévouées
expérimenté. Donc on veille toujours sur la qualité du matériel. Donc les grilles, par exemple, pour tous les fauves, sont renouvelées chaque fois. Pour nourrir tous ces animaux, il faut un approvisionnement régulier en aliments. Et pour cela, l'État et les Sénégalais doivent mieux accompagner en nature ou en espèces ces braves hommes et femmes qui s'activent pour rendre notre zoo nationale plus attrayant. Dans la rubrique santé, on évoque ce soir les troubles qui touchent le nerf sciatique. La partie touchée fait que les populations appellent cette maladie la sciatique. Elle se caractérise par des douleurs invalidantes. Oumou Baldé nous en dit un peu plus. La sciatalgie, communément appelée sciatique, est un grand motif de consultation en neurologie. Ces symptômes qui touchent le grand nerf sciatique se caractérisent par de fortes douleurs qui suivent le trajet du nerf sciatique. Il y a un nerf qui se trouve au bas des dernières vertèbres. Ce sont les vertèbres lombaires. Donc, parmi les nerfs qui sortent d'entre deux vertèbres, il y a un ensemble de filets nerveux qui vont se rassembler pour descendre le long du membre inférieur, donc derrière la cuisse, derrière le mollet, le long de la jambe. C'est un nerf qui est très long, assez gros en termes de diamètre, parce qu'il doit commander et recevoir l'information d'une zone extrêmement musclée, donc les cuisses, les mollets, et supporter aussi l'exercice de marche ou la station debout. C'est ce qu'on appelle le nerf sciatique. Parmi les facteurs favorisant ce trouble, vient en tête le mode de vie. Je vous l'explique à partir de cette maquette. Si vous regardez deux vertèbres, entre ces deux vertèbres, il y a un matériel qu'on appelle le disque, qui est une sorte d'éponge, qui joue un rôle d'amortisseur, par exemple. C'est important, j'en profite pour le dire tout de suite, de boire beaucoup d'eau, parce que quand on n'est pas bien hydraté, les premières structures qui vont perdre leur eau, parce qu'elles ne sont pas vitales, ce sont les cartilages. Et le disque en fait partie. En ce moment-là, c'est comme une éponge. Quand vous buvez beaucoup d'eau, l'éponge se gorge d'eau et gonfle. À ce moment-là, les vertèbres vont s'éloigner les unes des autres. Quand vous manquez d'eau, l'éponge se ratatine. Ici, le disque va se ratatiner. À ce moment-là, les vertèbres vont se rapprocher. Et quand deux vertèbres se rapprochent, jusqu'à des fois se toucher, ils vont coincer le nerf. Ça va déclencher une douleur sur le trajet du nerf coincé. Et si c'est au niveau des nerfs de la région lombaire, si c'est au niveau des nerfs qui vont donner le nerf sciatique, vous allez avoir une douleur qui va suivre le trajet du nerf sciatique. C'est ça qu'on appelle la sciatalgie en médecine, ou douleur du nerf sciatique. La plupart des cas sont correctement pris en charge si seulement le diagnostic est posé très tôt. Dans certaines situations, seule la chirurgie peut réparer le dérèglement. Alors, quand c'est un disque qui est sorti de son cadre, qui reste, et que le nerf coincé est en train de se détruire parce qu'il n'est plus vascularisé, il ne fonctionne plus très bien, et qu'on risque la paralysie partielle ou définitive, l'indication chirurgicale peut se poser. En ce moment-là, on va procéder à une opération chirurgicale où on peut enlever le disque s'il est complètement détruit, ou remplacer ce disque par un autre matériel qui permet la bonne harmonisation de la colonne vertébrale. Même si l'intervention chirurgicale réussit, elle doit être combinée à de la kinésithérapie, mais aussi à une hygiène de vie avec l'activité physique, ce qui renforce le capital musculaire. Je vous l'annonçais dans les titres, l'invité de ce 20h est Cheikh Ndiaye, le directeur général du CICES. Monsieur Ndiaye, bonsoir.
Bonsoir. Alors avec vous, nous allons parler de cette édition donc 2016 de la FIDAK qui démarre demain. Alors où est-ce que vous en êtes au niveau des préparatifs? Est-ce que tout est fin prêt? Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de la 25e édition de la FIDAK. Effectivement, la FIDAK 2016 démarre demain, le 24, pour terminer le 9 décembre. Nous sommes en plein préparatif. Actuellement, nous sommes sur le point de délivrer les stands et nous avons un très bon niveau de construction des stands. Actuellement, à la date d'aujourd'hui, certains stands sont en train d'être livrés. Et je voudrais réitérer, parce que je l'ai déjà dit au niveau de certains plateaux, que cette foire de cette année est une foire de rupture, eu égard à l'incendie qui a eu lieu l'année passée. D'accord, nous allons en parler. Et donc, il y a certains signes distinctifs de cette édition. Et quelles sont les mesures que vous avez prises donc pour cette foire de la rupture, comme vous l'appelez? Alors, la particularité de cette édition, c'est au niveau organisationnel et au niveau prévention incendie, grosso modo. Organisationnel, nous avons opéré des ruptures orientées prévention incendie. Je peux citer la mesure consistant à interdire à tous les exposants de passer la nuit dans les pavillons. Ça, c'est interdit. Les pavillons sont fermés à une heure précise et sont ouverts aussi à une heure précise. Au niveau assurance, le CICESA est assuré et cette année on a payé l'assurance et on a exigé aussi au niveau à tous les exposants d'assurer leurs produits exposés. Voilà, c'est un ensemble de mesures préventives. Ajouté à cela, un équipement incendie complet qui tourne autour des extincteurs, des REA, en tout cas tout l'équipement nécessaire pour prévenir et lutter contre l'incendie. Et voilà, c'est un ensemble toute une batterie de mesures techniques et organisationnelles mises à l'œuvre cette année pour prévenir l'incendie. D'accord. Alors, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut avoir une idée du taux de remplissage par rapport notamment à tous ces exposants qui ont confirmé leur participation? Alors, le taux de remplissage, il est bon. Tous les pays traditionnels qui participaient à la foire sont revenus, avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs. Et on a noté la participation de certains pays qui ne venaient pas, ou bien qui venaient et qui, ça fait longtemps, ils ne sont pas là. On peut citer le cas de la France, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, etc. Donc la foire de cette année s'est fortement enrichie en termes de participation d'origine pays différents. Voilà. D'accord. Alors, parmi les exposants, est-ce qu'il y en a qui sortent du lot? Je pense notamment à la Chine qui, pour la première fois, va occuper 3200 mètres carrés. Voilà. C'est un des signes distinctifs de cette foire, la participation exceptionnelle de la Chine. La Chine est venue sur 3200 mètres carrés avec un chapiteau, des stands, une moquette, des spots, tout ça importé de la Chine. Et j'en profite pour lancer un appel à tous les Sénégalais, particulièrement les visiteurs professionnels, à venir visiter le stand de la Chine, parce que la Chine est venue exceptionnellement, j'allais dire essentiellement, pour faire des rencontres et avoir des partenariats avec des professionnels. L'Éthiopie est le pays invité d'honneur. L'Éthiopie occupe 200 mètres carrés au niveau du pavillon tertiaire. Et le thème de cette année tourne autour de la promotion des partenariats publics-privés. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre du développement de la vision de son Excellence M. Macky Sall, à savoir le PSE. Et cette foire de cette année, donc, c'est une foire d'espoir. Et nous prions le ciel pour que
tout aille comme prévu et dans les meilleures conditions. Nous le souhaitons en tout cas. On ne peut pas déjà parler de la foire sans parler du dossier des sinistrés de l'édition précédente. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier? Voilà, c'est une occasion qui me permet de réitérer ma compassion par rapport aux sinistrés. J'ai toujours dit que les sinistrés sont des amis, sont des concitoyens. Ils ont la douleur et nous compassons. Alors, donc, les sinistrés sont dans une situation un peu difficile et il faut qu'ils sachent que le CICES n'a jamais lâché les sinistrés. Depuis le départ, nous avons assisté les sinistrés en leur donnant des stands, en leur fournissant de la nourriture, en louant des auberges, etc., etc. Ça, c'est la gestion pendant la FEDAC. Et post-FEDAC, nous avons continué à les accompagner en recrutant trois cabinets, 2 cabinets incendie et un cabinet expert marchandises. Et les recherches se sont poursuivies et au résultat, les experts incendie ont dit que la cause de l'incendie n'était pas connue. Et donc, il n'a pas été identifié de responsable de cet incendie. Et l'expert marchandise a revu les déclarations à la baisse qui est parti de 2 milliards pour descendre à 600 millions. Alors, la dernière information que j'aimerais porter à la connaissance des sinistrés, c'est que l'État du Sénégal n'a jamais lâché les sinistrés et est dans les dispositions de les aider. Nous ne sommes plus sur le terrain du droit, nous sommes sur le terrain du social, nous sommes sur le terrain de l'humanitaire. Qu'ils le sachent, personne ne les a oubliés et jusqu'à présent, le cas des sinistrés est une préoccupation majeure et du CICES et de l'État sénégalais. D'accord. Cheikh Ndiaye, directeur général du CICES, l'événement, c'est donc demain, jeudi, le coup d'envoi de cette 25e édition de la Foire internationale de Dakar. Alors, le programme de la première journée, on peut l'avoir rapidement? Alors, c'est demain la cérémonie officielle de la 25e FIDAC. Et le Premier ministre nous espérons qu'il sera là. Et tous les Sénégalais sont conviés à venir, nombreux, assister à la cérémonie d'ouverture de cette 25e FIDAC. J'en profite pour remercier la presse, particulièrement des partenaires traditionnels comme la RTS, l'APS. Je ne veux pas citer pour ne pas en oublier, mais la presse, on ne peut pas faire de l'événementiel sans la presse. Donc soyez rassurés que le CICES est à vos côtés et ne ménagera aucun effort pour vous offrir les conditions les meilleures pour mener à bien votre mission. Voilà, Cheikh Ndiaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CICES et que vous étiez sur ce plateau pour nous parler du démarrage demain de la 25e édition de la Foire internationale de Dakar. Le pèlerinage à la Mecque 2016, la délégation générale tire un bilan satisfaisant de cette édition. Une équipe soudée et dynamique est à l'origine de cette bonne organisation, selon le délégué général Ndeye Aïda Dia. Cette année, le pèlerinage à la Mecque s'est déroulé sans incidence majeure, contrairement aux années précédentes. Une performance que la délégation générale au pèlerinage explique par plusieurs facteurs, notamment une équipe soudée, l'expérience des uns et des autres combinée aux nouveaux objectifs. Nous nous sommes appuyés, comme je l'ai dit tantôt, sur une équipe de gens compétents, loyaux et disponibles. Parmi eux, des hommes expérimentés, le conseil spécial, le conseil Bamar, des jeunes comme l'imam Djabel Kouaté, et un esprit de concertation, un esprit d'engagement. Sur le quota de 10 500 pèlerins accordés au Sénégal par l'Arabie Saoudite, le Sénégal a amené 10 427 pèlerins avec 20 missionnaires. Parmi ces pèlerins, on retrouve beaucoup de jeunes. La tutelle salue l'organisation de ce pèlerinage en général. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a une très haute appréciation de ce 5e pilier de l'islam. Compte tenu de la valeur religieuse de ce pilier et de son très fort coefficient social auprès de nos populations.
Et c'est pour cela qu'après les expériences vécues dans l'organisation du pèlerinage, le chef de l'État a impulsé une nouvelle dynamique de réforme afin que le Hajj puisse bénéficier des meilleures conditions d'accomplissement. La délégation générale compte poursuivre ce changement de paradigme. Elle va démarrer l'organisation du prochain pèlerinage 2017 dès le mois de février. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit en Allemagne, en Colombie, en Guinée équatoriale, où se tient le sommet de Malabo qui note le retrait de 9 pays participants. Philomène Constance Diagne. Le Maroc s'est retiré du sommet afro-arabe ouvert ce matin à Malabo en Guinée équatoriale. 8 autres pays arabes dont l'Arabie saoudite et les Émirats ont suivi le rang des déserteurs. Ces pays protestent contre la présence du Front Polisario. Le Royaume reproche au sommet de ne pas respecter la décision prise en 2013. Il s'agit de la participation aux travaux des pays membres des Nations Unies. Or, le Polisario n'en est pas un. Le retrait de ces 9 pays risque de fragiliser le sommet de Malabo. L'accord de paix avec les FARC sera ratifié jeudi par le Congrès, signé le 26 septembre à Carthagène des Indes. La première version a été refusée dans les urnes le 2 octobre dernier. Le nouvel accord a été négocié entre le gouvernement colombien et les FARC pour intégrer les critiques formulées par les partisans du non, dont la figure de proue est l'ex-président Álvaro Uribe. La nouvelle mouture du texte sera signée par le président Juan Manuel Santos et Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, sur la scène du théâtre Colón dans le centre de Bogota demain. 900 vols Lufthansa annulés en Allemagne. Cela est dû à une grève des pilotes de la compagnie. Environ 100 000 passagers seraient touchés par cette grogne sociale. En effet, ces pilotes Lufthansa réclament une hausse des salaires. C'est la 14e fois depuis le début du conflit en avril 2014 que la compagnie vit ces mouvements de grève. Le syndicat des pilotes et la direction n'ont pas encore trouvé d'accord. L'annulation de 912 vols est prévue pour demain. L'association de la presse sportive ANPS a procédé à l'élection des meilleurs sportifs de l'année 2016. Pape Ibn Nouba, meilleur footballeur local, Modulo, meilleur lutteur et Sadio Mané, ballon d'or sénégalais. Sur 33 organes de presse, 23 ont voté. Fatoumata Savané. Le plateau de la RTS1 pour élire les meilleurs sportifs de l'année 2016. L'association de la presse sportive ANPS s'est associée à la télévision nationale pour sacrer les meilleurs athlètes du pays. Nous sommes là pour le public et vraiment c'est une fierté vraiment que ce soit la RTS qui soit choisie. Et vraiment c'est avec un grand plaisir que nous allons vous accompagner. 33 organes de presse ont été ciblés, 23 ont voté. Les journalistes sportifs ont choisi 3 lauréats dans 3 catégories de 5 nominés. Le trophée du meilleur footballeur local a été décerné à Pape Ibn Nouba, ancien attaquant de la Linguère, évoluant aujourd'hui sur les couleurs du Stade de Mbour. Le meilleur lutteur est Modou Xarañ de l'écurie Rock Énergie, le lutteur le plus populaire de sa génération. Et le ballon d'or sénégalais est attribué à l'international Sadio Mané qui évolue à Liverpool. L'Association nationale de la presse sportive estime que valoriser nos sportifs est un sacerdoce. Cet événement aussi, c'est l'occasion d'honorer les anciens. Cette année, les parrains, c'est 3 grands athlètes. Je dis 3 grands athlètes, je pèse mes mots. Il s'agit de Malik Mbaye. C'était un triple sauteur. Il faisait de la longueur. Il a été recordman de France. Il a été champion de France. Ensuite, il y a Papa Gallo Thiam, qui a été aussi sauteur, mais sauteur en hauteur. Et enfin, il y a Abdoulaye Seydi Abdou Sey, qui a même remporté une médaille olympique avec l'équipe de France. Ces 3 personnes, ce sont des références, ce sont des modèles qui ont porté le maillot de l'équipe de France. Ce sont des patriotes. Et nous l'avons fait cette année parce que nous disons que notre athlétisme est dans une très grande détresse. Voilà des exemples, voilà des références. La cérémonie de remise de ces prestigieux trophées aura lieu le 18 décembre 2016 à 10 h au théâtre Daniel Sorano. Les sportifs du Sénégal seront à l'honneur.
Voilà, le journaliste sportif sénégalais qui était donc ici dans nos locaux à la RTS pour l'élection des meilleurs sportifs de l'année. Dakar ouvre son Global Network Operation Center. Le groupe Sonatel et ses partenaires, groupe Orange et Huawei, mutualisent leurs efforts. Le GNOC est un grand projet de transformation. Il a coûté 80 millions d'euros. De Dakar, les réseaux de 9 pays d'Afrique sont supervisés à Thierno Amaroussi. Top départ, le Global Network Operation Center s'ouvre officiellement à Dakar. 80 millions d'euros d'investissement, 140 emplois directs, un pari d'avenir, fruit d'un partenariat Groupe Orange et Huawei. La qualité des réseaux, c'est important, mais le plus important, c'est l'expérience des clients. Donc ça, c'est le premier volet très important de ce contrat. Et le deuxième, c'est tout ce qui concerne la partie de la compétence des gens, donc les ressources humaines. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous de les mettre ici, en Afrique, près des réseaux. GNOC à Dakar, c'est le groupe Sonatel qui engage un projet de transformation avec comme finalité le renforcement de sa compétitivité. C'est la première fois qu'un centre de supervision de réseau de cette taille, de cette importance, est installé en Afrique de l'Ouest. Dans le plan stratégique de l'État, le PSE, dans le volet télécom, l'État encourage la création de ce qu'ils appellent les business process outsourcing, c'est-à-dire créer des entités qui puissent développer des services au profit d'entreprises qui sont à l'étranger. Et c'est le cas type. C'est un grand pari qui a été conduit par le groupe Orange avec évidemment l'appui de son partenaire de la Sonatel et qui va permettre depuis Dakar et Abidjan de superviser les réseaux dans 9 pays du groupe Orange. En Afrique, le secteur des télécommunications connaît de grandes mutations. L'installation du Global Network Operation Center à Dakar démontre une fois de plus que le Sénégal n'est pas en reste. L'installation du GNOC à Dakar montre que le Sénégal reste et demeure un hub du numérique. De Dakar, les réseaux de 9 pays africains sont supervisés. L'ambition pour Sonatel et ses partenaires est d'en arriver à une organisation plus compétitive et plus performante, avec à la clé une satisfaction client incomparable. À suivre après ce journal, les temps forts, la visite du président Macky Sall, c'était au Fonds monétaire international la semaine dernière. Le président Macky Sall qui s'était entretenu avec Christine Lagarde, directrice générale du FMI, devant les personnels du Fonds et de la Banque mondiale. Discussion autour du financement des projets de développement en Afrique et du plan Sénégal émergent. Voilà qui met fin à cette édition. Cheikh Bamba Gueye sera là pour le dernier journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. La météo vous est offerte par Bank of Africa.